Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre premier webinaire sur les fondamentaux de l'analyse technique avec Laurent Albi. Laurent, est-ce que tu me vois, Laurent? Laurent, est-ce que tu m'entends? Attends, Laurent, je vais te mettre... Voilà. Laurent, tu m'entends? Voilà, là, tu devrais m'entendre. Super, ok, bon. Première erreur technique dans cette première webinaire. J'espère que vous nous entendez aussi tous. Il y a plein que je vois dans le petit écran déjà. Bonjour, bonjour, très bien. Merci Jean-Paul, merci Hamza, merci Karine, merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre première webinaire, comme je disais. Donc, on est aujourd'hui avec Laurent Albi. Mon nom, c'est Falco Wesemann. Vous nous connaissez peut-être déjà de notre émission du mardi à midi du 100% marché. Donc, voilà. Donc, je donne la parole à Laurent pour se présenter vite fait. Laurent, évidemment, 100% marché, notre analyste technique, mais il est aussi président de l'AFAT, de l'Association française de l'analyse technique. Donc, Laurent. Effectivement, merci Falco, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. C'est un rendez-vous qui aura lieu à partir de maintenant tous les jeudis, à partir de 17h. L'AFAT, qui est l'association des analystes françaises, des analystes techniques, est très heureuse de collaborer avec BNP Paribas dans cet effort de promotion d'une analyse technique de qualité. C'est la mission de l'AFAT, une mission pédagogique qui est donc menée par cette association dont je suis le président, qui existe depuis plus de 20 ans, qui est une association à but non lucratif et qui se dédie donc à la promotion, la formation de techniciens de marché. Tous ceux qui sont intéressés par l'analyse technique sont donc les bienvenus pour partager leur passion dans l'association. Alors, ceci étant dit, on va rester ensemble pendant un petit peu moins d'une heure pour voir ensemble différents marchés. Le but, comme je le disais, de ce webinaire, c'est pas de faire des recommandations de trading, c'est d'apprendre à lire correctement l'action du prix, de savoir identifier des figures chartistes de continuation ou de renversement, de savoir identifier, reconnaître une tendance, et puis peut-être un petit peu plus tard de voir quels sont les éléments qui sont requis pour identifier une tendance qui est en train de naître ou au contraire une tendance qui s'épuise. Il y a beaucoup d'indicateurs techniques, je dirais même qu'il y en a presque trop, donc il faut faire attention à ce qu'on fait quand on met des indicateurs techniques, parce que si on met des indicateurs qui sont redondants, on a l'impression que le marché confirme 1000 fois notre analyse, alors qu'en fait on utilise des indicateurs qui disent la même chose. Donc on va faire ensemble ce travail d'identification des indicateurs, ceux qui parlent des tendances, ceux qui parlent de la puissance directionnelle ou au contraire du momentum, et puis les chandeliers japonais qui sont là aussi très utilisés par l'ensemble des analystes. Il y a beaucoup de figures dans les bougies japonaises, donc on va regarder ensemble comment les utiliser à bon escient. Voilà Falco, donc on va démarrer ensemble. Alors évidemment, ce webinaire il est pour vous, ça veut dire que ça ne doit pas du tout être que Falco et moi qui Non. parlons. On espère que vous allez avoir des questions, que vous allez nous interpeller. Si vous ne comprenez pas ce que nous disons, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat en nous disant, en nous demandant de répéter ou de reprendre. On est vraiment là pour ça. Et donc, on vous invite vraiment à participer à ce webinaire et à ne pas hésiter donc à prendre la parole, en tout cas à utiliser la fenêtre de chat qui est en bas de votre écran.
Excellent, merci beaucoup Laurent. Donc voilà, vous pouvez chatter avec nous. Donc l'idée c'est d'échanger avec nous, que Laurent nous apprend quelque chose sur l'analyse technique, qu'on passe un peu de temps ensemble, donc une fois par semaine, 1 heure, pour vraiment discuter des formations, aussi des sous-jacents, peut-être des idées ou des situations sur les sous-jacents qui pourraient être intéressantes d'investir. Voilà, donc c'est votre émission, donc vraiment dites-nous ce que vous voulez savoir, quel sous-jacent vous intéresse, si c'est un indice, si c'est un sous-jacent de commodity, si c'est une action, on est là pour ça. Et une chose très importante au début de cette émission, de ces webinaires, on va parler dans cette webinaire essentiellement du analyste technique, et on ne va pas parler de produits d'investissement. Donc vraiment, on se concentre aujourd'hui et aussi dans les autres webinaires qui suivent, vraiment seulement sur le choix et sur l'analyse des mouvements au marché pour après, éventuellement, évidemment, investir dans un produit structuré, turbo ou autre, mais le focus, c'est vraiment sur l'analyse technique et apprendre comment analyser le marché. Donc le mot est à Laurent. Laurent a déjà dit en fait que il y a cette possibilité et voilà de nous poser des questions dans cette petite. Comment ça s'appelle, Laurent? Qu'est-ce que vous avez dit? C'était cette petite fenêtre de chat, non? Petite fenêtre de chat, Voilà. exactement. C'est où? C'est où en bas à droite, non? C'est ça? Effectivement, alors dans la fenêtre que vous avez qui gère en fait le logiciel qui vous permet donc de regarder ce webinaire, eh bien en bas de cette fenêtre vous allez voir un petit carré blanc et c'est là que vous devez taper, c'est à l'intérieur de ce carré que vous devez taper pour poser vos questions qui arriveront directement chez Falco qui les répétera à haute voix puisque vous ne voyez pas les questions les uns des autres, donc c'est voilà, c'est Falco qui va se faire le messager de vos questions, de vos interrogations et qui les dira à haute voix à tout le monde pour que moi aussi je les entende puisque je ne vois pas moi personnellement vos questions. Donc c'est Falco qui vous lira. Excellent. Bon, on va commencer, on va changer l'écran, on va changer pour l'écran de Laurent parce que c'est lui qui a l'outil pour faire toute cette analyse technique. Donc, ça devrait changer tout doucement. Voilà, alors normalement, si tout fonctionne aujourd'hui c'est la première émission, donc on vous demandera exceptionnellement d'être indulgent parce que on est en train presque de découvrir avec vous les différents outils. Donc il peut y avoir des petits ratés. En tout cas, a priori, vous devriez voir le CAC 40 normalement. Est-ce que Falco, tu peux me le confirmer? Vous devriez voir le CAC 40 à l'écran. Est-ce que c'est le cas? Chez moi, c'est en train de charger, mais il y a plein de gens déjà qui disent oui, c'est bon, ça, oui, CAC, ok, oui, 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 c'est D'accord. visible, oui, oui, Bon. nous sommes compréhensifs et indulgents, ok, le trafic. Et il y a Jean-Paul qui demande déjà un rectangle, Laurent. Jean-Paul. Oui, c'est bon, Alors, oui, c'est bon. Bon, ok. Bon, ça marche chez vous, c'est bon, excellent. Et en autre chose, en fait, si vous avez un peu assez de nous regarder nos jolies têtes, vous pouvez évidemment aussi dans l'outil faire tous les webcams, les images de Laurent et moi plus petits ou les enlever tout complètement. Donc, c'est à votre choix. Si vous voulez concentrer sur le graphique ou sur Laurent et moi, c'est votre choix. Donc, je donne le mot à Laurent. Et qu'est-ce qu'on a devant nous, Laurent? C'est le CAC 40, non? alors effectivement, on a le CAC 40 et pour rebondir tout de suite sur ce que Jean-Paul nous dit, je vais essayer de montrer ce que Jean-Paul a évoqué, en l'occurrence, si j'y arrive, un rectangle, voilà, hein, le rectangle il est là. J'imagine que c'est ce rectangle auquel Jean-Paul faisait allusion et en fait ça nous montre que finalement pendant la majeure partie de l'automne ou plutôt de l'été et de l'automne, vous voyez ici à partir de juillet jusqu'à la fin du mois de novembre, on a eu un CAC 40 qui a fait du surplace. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand un actif fait du surplace? Eh bien qu'on a finalement un équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs, puisque finalement, qu'est-ce qui définit une tendance? Une tendance, c'est quand il y a une direction claire, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse.
Et quand il y a une tendance, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre en faveur de l'un des deux camps. C'est parce que les investisseurs ont de l'appétit pour un actif qu'ils vont continuellement, pendant la période de la tendance haussière, continuer de vouloir rentrer sur le titre. Pourquoi ils rentrent sur le titre? Parce qu'ils ont l'espoir de le voir s'apprécier et de le revendre à terme, selon leur horizon de temps, à un prix qui est plus élevé. Donc, une tendance haussière, c'est lorsque un actif est recherché par la communauté financière et que par conséquent, on va avoir jour après jour des opérateurs qui sont d'accord pour le payer toujours plus cher parce qu'ils pensent que la promesse c'est d'avoir un prix qui continue donc de s'apprécier. Alors les tendances ne sont pas faites de ligne droite. Pourquoi? Parce que quand les prix s'apprécient, on a toujours des opérateurs qui arbitrent sur des horizons de temps plus petits, qui vont prendre leur profit et par conséquent on a toujours un petit peu de pression vendeuse qui rentre dans une tendance haussière et c'est cette pression vendeuse qui fait qu'on a finalement la formation de creux à l'intérieur d'une tendance haussière. Alors bien évidemment il faut que ces creux restent exprime juste des prises de profit et pas un changement de consensus, parce que si effectivement on a un marché qui devient tout d'un coup beaucoup plus frileux, alors les opérations de vente vont cascader les unes derrière les autres et c'est comme ça qu'on va casser les creux haussiers précédents et qu'on va avoir un retournement qui va se mettre en place. Souvent, les retournements se font sur des intervalles étalés, que ce soit même sur de l'intraday ou des charts en hebdomadaire, c'est jamais une seule séance qui retourne un marché. C'est extrêmement rare. Il y a un travail qui commence sur le marché où les investisseurs sortent progressivement du titre et c'est comme ça que les figures apparaissent. Alors pour répondre donc à la question de Jean-Paul, on a eu pendant cette période entre juillet et décembre finalement un CAC qui a évolué de manière latérale. Ça veut dire qu'entre deux bornes qui ont été clairement identifiées par le marché, en l'occurrence entre 4570 points et 4325 points, on a eu des allers-retours à l'intérieur du range, c'est-à-dire que chaque fois qu'on allait sur le support, on avait des opérateurs pour payer, puis chaque fois qu'on arrivait sur la résistance, on avait des opérateurs qui étaient là pour vendre, et ce qui fait qu'on est resté coincé sur cet intervalle de prix. Il y a eu un changement très significatif à la fin du mois de novembre, excusez-moi, au début du mois de décembre, sur, vous voyez, cette échappée ici. C'est ce qu'on appelle un breakout, c'est-à-dire qu'on a sur cette bougie un changement de consensus. Pourquoi on a un changement de consensus? Parce qu'on était au préalable bloqué par cette zone de prix, c'est-à-dire que chaque fois que le prix allait buter sur ce seuil, on avait tout de suite beaucoup plus d'offres qui arrivaient sur le marché que de demandes, et du coup les prix baissaient, et il fallait aller sur des prix donc plus bas pour éponger cette offre qui se présentait. Et puis là, tout d'un coup, vous le voyez, on a un changement de psychologie de la part des opérateurs, puisque finalement, ce qui était cher jusqu'au mois de novembre ne l'était plus à partir du mois de décembre. Et c'est parce qu'il ne l'était plus cher que finalement on a des opérateurs qui ont pensé que parce que l'appréciation des prix allait être beaucoup plus significative, ce prix à 4600 points n'était plus élevé et que par conséquent ça allait monter beaucoup plus haut, raison pour laquelle ils se sont portés à l'achat et qu'on a effectivement dépassé ce rectangle. Alors, ce dépassement de rectangle, il est intéressant parce qu'il se fait de manière impulsive. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se fait de manière impulsive? Eh bien qu'il n'y a quasiment pas de correction dans la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de correction dans la hausse? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opérateurs qui, au moment où on franchit ce niveau, vont rentrer sur le marché pour prendre leur profit. Pourquoi ils ne prennent pas leur profit? Parce qu'ils pensent que ça va aller beaucoup plus haut. Et en fait, ce consensus qui est très très bullish à partir de ce point de rupture haussier du 5 décembre, ben vous le voyez, il va continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on a une très très belle impulsion haussière, puisque on est monté en quasi ligne droite. Le début de l'année a été très différent. La psychologie du marché a changé de manière extrêmement rapide.
Pourquoi? Eh bien parce que on avait un marché qui montait donc en quasi ligne droite, et puis le 3 janvier arrive, et tout d'un coup, il n'y a plus personne qui paye. On voit bien que on fait un plus haut dans la foulée, on fait un plus haut le 3 janvier dans la foulée du rallye de fin d'année, et puis on fait le plus haut ici. Est-ce que vous voyez bien mon chart Falco? Est-ce que vous voyez bien les bougies? Oui, bah oui, oui, ils sont un Je peu peux zoomer un peu zoomés. peut-être, Mais un peu petite. oui, Laurent, juste, je veux te juste interrompre un peu direct. Il y a Oui, entre-temps, il y a Yvonne qui a posé une question. On va revenir là-dessus peut-être après le CAC 40. C'est les questions sur Valorec. On avait parlé de d'accord. Valorec dans le 100% marché. Donc Yvonne, Oui, j'ai bien eu votre question. On revient là-dessus tout de suite parce qu'il y a d'autres questions qui sont sur le CAC 40. Donc il y a est-ce qu'il est mieux de laisser, donc c'est Philippe. oui. Est-ce qu'il est mieux de laisser les chartes en chandelier classique ou mettre les chandeliers en Heikin Ashi? Alors, Falco, je vais juste terminer ce que j'étais en Oui, train de dire et ouais, après, rappelle-moi la question ouais, sur ouais, ouais, pas Ekinashi. de souci. Ok. Alors, bon, juste pour terminer, donc ce que j'étais en train de vous dire sur l'évolution des cours sur le CAC, c'est que donc depuis le début de l'année, on voit que on a cette pression à l'achat qui s'est largement estompée puisque on patine. Comment on voit qu'on patine? Eh bien parce qu'on voit qu'on arrive marginalement à dépasser la résistance à 4900 points. Pourquoi on n'arrive pas à la dépasser? Parce qu'on a des acheteurs qui sont beaucoup moins convaincus du potentiel haussier du CAC. Et d'ailleurs, ce manque de conviction, il se voit finalement dans la journée du 16 janvier où là, ça lâche et on voit qu'on a un marché qui part en correction. Cette correction, elle est somme toute assez faible, peu profonde, et on voit que on a eu un niveau de support ici. Alors attendez, je vais essayer de le tracer pour vous permettre de mieux voir. Voilà, donc si c'est possible, voilà, on voit qu'on a un niveau de support ici à 4823, que ce niveau de support, il est marginalement enfoncé et que tout de suite on réintègre le support enfoncé, on fait un gap haussier et on monte. Donc tout ça, on avait tous l'impression que le CAC il avait fait sa consolidation et qu'on allait repartir à la hausse. Et puis derrière, on voit qu'on a eu ces 4 bougies rouges. Alors je vous rappelle qu'une bougie rouge, c'est une bougie dont le cours de clôture est sous le cours d'ouverture, autrement dit une séance baissière. Et là, non seulement on a comblé le gap, mais en plus, on a enfoncer le support. Alors ça ne veut pas dire que le CAC va baisser maintenant, mais en tout cas ce qu'on peut affirmer, c'est que le momentum haussier il s'est largement dégradé et qu'on attend maintenant de voir les acheteurs nous prouver qu'ils sont capables de remettre la hausse en selle. Et comment on va voir ça? Bah déjà, il faut qu'on réintègre cette zone de support et qu'ensuite on dépasse le gap. Donc en synthèse, sur le CAC 40, d'un point de vue purement technique, il y a un seuil à surveiller, c'est 4820 points. Tant qu'on reste au-dessous de 4820, on est sur un marché qui se cherche, qui hésite et qui n'a pas la force de revenir au-dessus du support. Si on réintègre au-dessus de 4820, quand on réintègre un support qui a été enfoncé, ça veut dire que c'était finalement un piège et qu'on a une chance de voir le marché repartir. J'ai fini Falco par rapport à ça. Alors, Ekineshi maintenant. Merci beaucoup Laurent. Donc il y a Philippe qui est très actif et il pose plein de questions. Donc on va commencer avec lui parce que c'est tous sur le CAC 40. Il y a aussi Louis-Marie qui pose des questions sur le CAC 40. Et Raymond aussi. Donc voilà, on va tous répondre. Donc on commence avec Philippe parce que c'était le premier et c'était le CAC 40. Donc est-il mieux de laisser les charts en chandelier classique ou mettre les chandeliers en Heikin Ashi? Alors, c'est Philippe qui pose la question? Oui, oui, Philippe, ouais. Ok. Alors, moi j'utilise les deux, Philippe. En fait, vous ne devez pas avoir une utilisation exclusive d'une façon de lire le marché. Vous pouvez tout à fait... Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je regarde le marché en chandelier japonais la majeure partie du temps. Mais il y a des moments où j'aime regarder le marché avec des bar charts. Et quand j'ai envie
de voir le marché d'une manière beaucoup plus lissée, alors j'utilise Ekinashi parce qu'effectivement c'est très agréable de voir le mouvement se déployer et parfois vous avez des marchés. Alors quand est-ce que c'est intéressant Ekinashi? Quand vous avez des marchés pour une raison ou une autre qui font beaucoup de gaps. Il y a des marchés comme ça où il y a beaucoup de gaps communs, où les séances, en fait, ça gape à la hausse et puis après dans la séance on bouge pas beaucoup. Alors vous avez des espèces de doji, de toupies comme ça qui se mettent en place avec à chaque fois des gaps haussiers, des gaps baissiers. C'est très dur de voir finalement quelle est la structure qui est en train de se mettre en place. Donc là vous avez le choix. Soit vous vous mettez en ligne de clôture parce que c'est finalement le prix le plus important de la séance, hein, c'est à quel prix il clôture. Et là du coup vous allez avoir les choses qui vont apparaître de manière beaucoup plus intelligible. Donc, moi parfois je regarde en clôture. Et puis, je regarde aussi en Ekinashi parce que c'est un petit peu dans la même logique que la clôture. Parfois, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de vols, alors c'est un petit peu désordonné, et quand on se met en Ekinashi, ben, tout d'un coup ça retrouve une espèce de fluidité, une espèce c'est plus intelligible, et donc ça peut être agréable. Mais il n'y a pas de raison de rester exclusivement sur une lecture. Vous pouvez jouer aussi avec les points et figures, il y a le Kagi, le Renko, enfin bon, il y a des dizaines de façons de regarder le même marché. Il faut trouver la façon qui vous plaît et puis après jouer avec et regarder effectivement ce que vous ce que vous dit telle lecture par rapport à telle autre. On ne recherche pas la même chose quand on regarde un prix en clôture que quand on le regarde en chandelier japonais. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas mieux de regarder les chandeliers japonais que Ekinashi, mais au jour le jour, je trouve que ça vous donne plus d'informations parce que ça vous donne quand même la bougie, le plus haut, le plus bas, la clôture et l'ouverture de la journée, ce qui est quand même des éléments importants pour voir comment la séance s'est déroulée. Bah, merci beaucoup, Laurent. Donc, ça, c'était la première question de Philippe. Donc, après, une question très courte, c'est est-ce qu'il est judicieux de trader une trading range aussi long, 6 mois? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question Falco, mais je vais y répondre. Je vais répondre à ce que je comprends. Quand on est à l'intérieur d'un trading range qui est aussi bien délimité que celui du CAC, il y a des stratégies de trading qui sont faciles à mettre en place, c'est de vendre les résistances et d'acheter les supports. Alors évidemment, on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'il faut qu'on ait au moins 2 tests d'un niveau équivalent pour pouvoir tracer une ligne horizontale à la baisse et 2 niveaux équivalents également à la hausse pour pouvoir tracer une ligne de résistance horizontale. Mais à partir du moment où on a ces 4 points, on peut tout à fait intervenir à l'intérieur du range, sachant que on va à chaque fois vendre les résistances, acheter les supports, jusqu'au moment où on aura tort, puisqu'il y aura forcément un moment où on va sortir du range à la hausse ou à la baisse. Donc on peut effectivement, vous le voyez, vendre les résistances ici, vendre la résistance ici, acheter le support ici, acheter le support ici. Et puis là, malgré tout, pour la personne qui pose la question, je trouve qu'il y a un truc intéressant à souligner d'un point de vue technique, c'est que regardez ce qui se passe à la fin de ce range. On fait des allers-retours entre le support et la résistance, vous voyez, c'est assez clair. Bon. Et puis là, on va chercher le support avec cette énorme bougie verte, on va tout de suite tester la résistance, et là, on ne baisse plus. C'est-à-dire qu'à partir du 10 novembre, on est en présence d'un marché qui va faire un petit trading range à l'intérieur d'un grand trading range. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit les séances qui se collent contre la résistance? Ça veut dire que la pression vendeuse qu'on constatait au préalable et qui à chaque fois ramenait les prix vers le bas du range, et bien là, cette pression vendeuse, elle n'existe plus. On peut dire qu'on est potentiellement dans une phase d'accumulation. Pourquoi? Parce que chaque fois que le marché veut baisser, avec ses bougies rouges, on voit qu'il y a des opérateurs qui payent. Autrement dit, le CAC, il ne baisse plus à partir du 5 novembre et il reste toujours au-dessus de 4480. Ça veut dire que vendre les supports et vendre les résistances et payer les supports, c'est tout à fait pertinent comme stratégie de trading quand on est dans un range, mais attention,
il faut à chaque fois regarder ce que fait le prix, parce que là, pour le coup, on voyait bien que vendre la résistance, c'était légitime, mais quand on voit que le prix il baisse plus, ben, c'était peut-être aussi légitime de se dire, bon bah, je pensais que le marché allait baisser, on voit que j'ai du soutien de la part des opérateurs, peut-être que ça serait pas bête de revendre à l'intérieur du range pour ne pas faire de grosses pertes, ou en tout cas, si on veut laisser plus de temps au marché, mettre un stop à l'extérieur du range en se disant, bah, si on va sur ce niveau, ça veut dire que mon anticipation baissière est invalidée. Donc oui, pour vendre les résistances et acheter les supports, mais il faut rester malgré tout toujours en état d'alerte par rapport à ce que fait le prix, parce que même à l'intérieur du range, on a des informations intéressantes qui arrivent progressivement. Alors, merci beaucoup Laurent. Donc la dernière question là qu'on a encore de Philippe, c'est sommes-nous dans une figure de retournement, rounding top, pardon, dont l'objectif théorique pourrait être 4500 points? Question. Alors, pour répondre à cette question, je vais changer, si j'y arrive, je vais enlever les bougies. Attendez, il faut juste que je fasse une petite manipulation parce que je vais comme ça bien répondre à la question. Voilà. Alors, Philippe, il évoque sur le CAC 40 une figure de retournement. Alors j'imagine que la figure à laquelle il fait allusion, c'est une tête-épaule, qui est une figure très connue d'analyse technique, qui est, lorsqu'elle est positionnée au terme d'un rallye, annonce un renversement possible. Alors cette tête-épaule, elle n'est pas belle. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas belle? La première raison, c'est qu'on voit ici que l'épaule... Alors attendez, je vais zoomer pour vous permettre de bien voir. Hein. On va faire un focus sur la tête-épaule sur le CAC 40. Donc déjà, vous voyez qu'ici, on a l'épaule droite, mais qu'ici, on n'a pas trop d'épaule gauche. Okay, donc on a une espèce de difformité dans le pattern. Et puis ce qu'on voit également, c'est que la tête, elle est un peu bizarre, parce qu'elle fait un premier sommet le 6 janvier, et puis elle en fait un deuxième plus haut le 13 janvier. Donc on voit qu'on est sur une figure qui n'est pas textbook, c'est-à-dire elle n'est pas académiquement, techniquement, elle n'est pas parfaite. Mais peu importe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va malgré tout conserver l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est qu'on a fait ici une consolidation, on a tenté de faire un plus haut ici. Pour ceux qui connaissent le RSI, je ne serais pas surpris de voir entre ce sommet et ce sommet une divergence de baissière de RSI. On retourne sur le support, on fait un rebond et puis boum, on casse le support et on valide la figure de retournement. Alors, si le CAC fonctionné sans être impacté par les autres marchés européens et américains, on pourrait se dire qu'effectivement c'est un signe de faiblesse. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre en bougie. Et puis on va regarder si effectivement il y avait une tête-épaule, parce qu'on va voir ensuite qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu qui peuvent nous faire penser que le CAC n'ira pas du tout à 4500 points. Mais si on en reste pour le moment juste à considérer la figure potentielle de retournement, qu'est-ce qu'on sait sur les têtes-épaules? Eh bien que lorsqu'elles sont déclenchées, on va projeter la hauteur de la tête à partir de la ligne de coup à la baisse et on va voir quel est le potentiel minimum de la tête-épaule. Alors on va le faire ensemble. Donc je vais prendre deux lignes parallèles, ça devrait fonctionner. Je trace. Alors après c'est toujours à la discrétion de l'analyste. Est-ce qu'on prend le haut de la mèche ou la clôture? Moi je vais prendre ce niveau-là et puis je vais le projeter. Alors déjà Philippe, si on parle de tête-épaule, la cible minimale de cette tête-épaule, c'est 4721. Ok? Donc, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter à 4721, mais que ça devrait au moins aller là.
Alors, ensuite, il y a un deuxième élément qui rentre en jeu, c'est le fait qu'on a ici également un gap. Voilà. Laurent, tu veux On peut-être a... zoomer un peu dans le... Voilà. Ah, parfait. Vous voyez mieux comme ça? Voilà. Donc, ici, on a un gap haussier et par conséquent, avant d'aller beaucoup plus bas, à 4500, on devrait avoir des opérateurs qui repayent l'indice sur ce niveau. Alors, les gaps, contrairement à ce que certaines personnes disent, ne sont pas forcément comblés. Certains gaps sont comblés. Alors évidemment, si on part sur une échelle de temps de 30 ans, tous les gaps sont comblés, ou en tout cas, statistiquement, ont toutes les chances d'être comblés. Mais sur des horizons de temps beaucoup plus courts, on n'est pas du tout forcément sur une loi qui dit que tous les gaps doivent être comblés. Je vous dis ça parce qu'on peut tout à fait revenir sur la borne haute de ce gap haussier, Philippe, et avoir des opérateurs qui repassent à l'achat, qui ont déjà rentré des ordres en carnet et qui repassent à l'achat sur la borne haute de ce gap. Donc, je vous le signale parce que ce gap, c'est une zone de support potentiel. Et par conséquent, avant de parler de retourner à l'intérieur du range, on a plein de zones de support intermédiaires qui peuvent attiser à nouveau l'appétit des opérateurs. Quelles sont ces zones? La première, c'est celle sur laquelle on est, Laurent, 4746. Pardon Laurent, juste Philippe reprend écrit, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une belle ETE, ouais, épaule, tête, ouais, épaule, et même Exactement. pas une épaule, tête, épaule. Effectivement. Voilà. Excuse-moi. Mais bon, alors là j'en profite aussi pour dire quelque chose, c'est que, et c'est ça en fait toute la difficulté de l'analyse technique, c'est que il ne faut pas être trop regardant quand on regarde, enfin quand on examine une figure chartiste. C'est-à-dire que si on recherche la perfection et que on considère que parce que la figure n'est pas parfaite, la figure n'existe pas, on risque de se tromper plusieurs fois. En même temps, il faut quand même qu'on reconnaisse dans la figure, même si elle n'est pas parfaite, les principes de base qui font que la figure existe. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile l'analyse technique, parce que de ce point de vue-là, c'est toujours à la discrétion de l'analyste. Hein. Moi, mon parti pris, c'est que j'essaye toujours de comprendre l'esprit. C'est-à-dire que si la figure n'est pas parfaite, mais que je comprends dans l'esprit que le marché essaye de faire un retournement, eh ben, je considérerai la figure comme valide si elle dépasse le niveau prescrit pour donc qu'on puisse affirmer qu'un retournement s'est mis en place. Donc il ne faut pas être trop regardant, il ne faut pas non plus être trop complaisant. Il y a cet équilibre qui doit être trouvé par l'analyste et qui en fait vient avec l'expérience. C'est à force de voir des rectangles, des triangles, des têtes-épaules, des rounding bottom, des fanions, des biseaux, etc., qu'on finit par savoir un petit peu empiriquement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc la tête-épaule, Philippe, elle n'est pas très belle. En tout cas, les niveaux qui sont à surveiller, c'est le premier niveau sur lequel on est à 4746. Ensuite, ça va être le niveau de gap à 4660. Et puis après, il va y avoir cette grande zone de résistance qui va être une zone potentielle de support et à partir de laquelle on pourrait avoir des opérations d'achat à 4576. Donc je répète, 4746, 4660 et puis 4576. Ce sont les trois niveaux de support intermédiaires sur lesquels il pourrait y avoir une réaction des opérateurs qui attendent ces replis pour repasser à l'achat, puisqu'ils considèrent que finalement, c'est rentrer dans un dispositif qui reste favorable sur des prix qui sont beaucoup moins chers. Bon, Philippe dit merci pour vos réponses. Donc, ça c'est super. Donc, on continue. Merci Laurent. On continue du coup avec la question de Raymond qui nous a posé comme question, c'était bien l'élection de Trump qui a provoqué l'impulsion. Donc, j'imagine que c'est à la fin du rectangle en fait. Hein. Oui, absolument. Alors, non, alors pas tout à fait. Regardez, sur le CAC 40, le 4 novembre, c'est-à-dire le jour de l'élection de Donald Trump,
Le marché, il a fait un plus bas, ce qui est normal, le 4, puisqu'avec le décalage horaire, le CAC 40, j'imagine, a clôturé avant le résultat des élections. Et puis le lendemain, Raymond a raison, donc le 7 novembre, le 8 novembre, le 10 novembre, c'est à partir de ce moment-là que le CAC est reparti à la hausse. Mais vous le voyez, il est reparti à la hausse d'une façon un petit peu saccadée, puisqu'il y a eu cette première impulsion haussière, et puis voilà, à partir de 10 novembre, il n'a plus rien fait, et puis c'est surtout à partir du 7 décembre que les choses ont véritablement changé, parce que Raymond, en fait, c'est vrai que le CAC s'est remis à monter à partir de l'élection de Donald Trump, mais regardez, il n'a rien franchi, c'est vrai qu'il est reparti à l'assaut de la résistance, mais il n'a pas du tout franchi du premier coup. Il a attendu d'arriver sur la résistance. Là, il y a une pression vendeuse qui s'est mise en action, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Malgré tout, le marché n'est pas redescendu, mais c'est surtout à partir du 6 décembre qu'il y a un changement d'état d'esprit, j'ai envie de dire, dans le sens où ce qui, au préalable, n'était que sur place, hésitation, etc. Finalement, on change complètement son fusil d'épaule et on voit que là, on a des opérateurs qui ont pleinement confiance dans la hausse puisqu'ils payent le 6, ils payent le 7, ils payent le 8, ils payent le 9, enfin ils payent tout le temps. Quand ils vendent, c'est vraiment mais microscopique et c'est vraiment jusqu'à la fin de l'année qu'on a eu ce très beau mouvement haussier. Voilà Raymond. Alors, moi je n'entends plus Falco. Est-ce que je suis le seul à ne plus entendre? Non, pas le seul. Ça y est. Je l'ai mis en mute, donc personne ne m'a entendu. Donc Raymond était très content. Ce que je voulais dire parce qu'il a écrit ça. Et il y a encore une question de Raymond, mais on va faire entre autres une petite question de Louis-Marie. C'est bonjour, cette analyse technique du CAC ne doit-elle pas être corrélée avec les événements de l'actualité? Alors, c'est une question à double tranchant. Et j'ai pas envie de botter en touche parce que c'est une question qui est extrêmement importante, mais c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre rapidement. Parce que en fait, l'aller-retour entre la structure et l'actualité, elle se fait de manière continuelle. Ma conviction personnelle, c'est que ce ne sont pas les nouvelles qui font la structure. J'ai même envie de dire que c'est le contraire. C'est la structure qui fait que les nouvelles qui vont arriver dans le news flow vont ou ne vont pas déclencher certaines choses. C'est-à-dire, alors essayez de me suivre parce que c'est pas évident, mais c'est extrêmement important. Vous avez une nouvelle qui est mauvaise, mais le marché est très haussier. Eh bien, parce que le marché est haussier et parce que le consensus est positif, la mauvaise nouvelle va être digérée de manière périphérique et ne va pas forcément changer quelque chose. En revanche, vous avez un marché qui hésite et qui n'arrive pas à trouver sa direction et qui attend un catalyseur. Et là, vous allez avoir une mauvaise nouvelle qui arrive dans le pipe. Eh bien, cette mauvaise nouvelle, qui pourtant est la même, on va dire que c'est une nouvelle qui est de même amplitude, qui n'est pas plus importante que la précédente. La même mauvaise nouvelle sur un marché qui hésite peut déboucher sur beaucoup plus de volatilité parce que le marché étant lui-même incertain, le rapport de force entre acheteurs et vendeurs est le même. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand les vendeurs et les acheteurs sont de force égale? Eh bien, tout le monde se regarde. Tout le monde attend de voir ce que fait l'autre. Tout le monde a le doigt sur la gâchette, tout le monde est prêt à dégainer et tout le monde attend de voir ce que son voisin va faire. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, c'est pas grave s'il y a des mauvaises nouvelles. De toutes les façons, vous tenez votre cap, vous vous dites ok, il y a des soubresauts, mais globalement, je suis convaincu que le marché va continuer de monter parce que pour telle et telle raison. Mais quand vous n'êtes plus sûr de vous, ben vous regardez par-dessus l'épaule de votre voisin. Et c'est comme ça que les nouvelles, les mêmes nouvelles, sont interprétées par le marché de manière très différente selon
la tendance, le momentum et le moment dans lequel se trouve le marché. Donc j'ai envie de répondre que c'est évident qu'il faut bien comprendre que les nouvelles, elles ont un impact sur le marché. Mais tout l'art, c'est de comprendre à quel moment une décision de la BCE va avoir un impact sur le marché et à quel moment le marché va complètement ignorer la décision de la BCE. Pourtant, c'est la même BCE et c'est une décision qui peut paraître importante de manière objective. Eh bien, il va y avoir des moments où le marché va complètement ignorer ce que va dire la BCE et des moments où ça peut avoir un impact extraordinaire. Donc c'est très difficile de savoir comment le marché va interpréter telle et telle nouvelle. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand un marché est en tendance, et que la tendance est forte. Alors une tendance forte, là je vais je vais faire une petite digression pour ceux qui connaissent un petit peu les vagues d'Elliott, mais dans la lecture elliotiste d'une tendance haussière, le cœur de la tendance c'est une vague 3. Et bien quand on est dans une vague 3, il peut y avoir des mauvaises nouvelles qui vont être complètement écartées par le marché sans que ça ait aucune importance. Donc il faut arriver à mettre, et c'est très dur, il faut arriver à faire résonner la nouvelle avec ce que fait le marché au moment où la nouvelle arrive. Et par conséquent, en bon technicien, j'ai envie de dire, je crois que lorsque le marché est structuré pour monter, finalement les mauvaises nouvelles, elles vont être prises en compte, digérées sans que ça change grand-chose. Quand le marché est dans une phase d'hésitation, les nouvelles peuvent avoir une certaine importance, et quand le marché va être baissier, eh bien, toutes les soi-disant bonnes nouvelles vont être rejetées, le marché va continuer de baisser. Jusqu'au moment où le marché aura tellement baissé que les mauvaises nouvelles ne seront plus en mesure de faire baisser le marché. Et c'est parce que on va arriver à des marchés qui sont survendus que les mauvaises nouvelles vont continuer d'arriver dans le news flow et qu'on va voir que malgré toutes les mauvaises nouvelles, eh bien le marché ne baisse plus. Et bien quand on n'a que des mauvaises nouvelles et que le marché ne baisse plus, ça veut dire que finalement il n'y a plus de vendeurs et qu'on n'a que des opérateurs qui commencent à se positionner, qui commencent à accumuler parce qu'on est arrivé sur des prix tellement bas qu'il n'y a plus aucune mauvaise nouvelle qui justifie qu'on baisse encore. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que quand on est sur des marchés qui sont extrêmement haussiers, et bien finalement, toutes les bonnes nouvelles qui vont continuer d'arriver ne vont plus arriver à continuer de propulser le marché à la hausse. Et en fait, qu'est-ce que va attendre le marché? Eh bien, la première mauvaise nouvelle pour tout de suite prendre ses bénéfices. Donc en fait, les nouvelles, parfois, ça sert de prétexte. On attend dans un marché haussier qui est suracheté et qui a beaucoup trop monté, beaucoup trop vite, beaucoup trop haut, une mauvaise nouvelle pour prendre ses gains. Donc vous voyez que les nouvelles, elles peuvent avoir des couleurs différentes selon le moment dans lequel on se trouve et que la nouvelle en tant que telle, eh bien, elle va être interprétée et elle va faire bouger le marché de manière très différente selon le moment dans lequel on se trouve. Voilà Falco, j'ai répondu. Merci Mais ça, beaucoup, Laurent. on pourra revenir parce que c'est très important Oui, et oui, très intéressant. je suis entièrement d'accord. Et Louis-Marie, il dit quoi? Un grand merci pour votre réponse très éclairante, étayée et détaillée. Ça, c'est de nouveaux mots français pour moi. Merci beaucoup. Louis-Marie, merci. Et il y a Philippe, voilà, notre Philippe de tout à l'heure, il pose un peu dans le même sens une question qu'on va ajouter à ça vite fait. Quand le trend est bullish, mais quand une mauvaise nouvelle du style attentat 11 septembre, je pense qu'une telle mauvaise nouvelle a un impact rapide négatif sur le marché. Évidemment. Alors évidemment, moi je ne parle que des événements, que des nouvelles qui restent, comment dirais-je, normales. Le 11 septembre, on sort des contextes habituels et ça a évidemment, enfin c'est cataclysmique. Donc évidemment que le marché il va réagir sur ce type de méga nouvelles. Enfin, dès 11 septembre, et heureusement d'ailleurs, on en vit une fois dans sa vie. Et le flot de nouvelles, il est absolument gigantesque. Donc on va dire que 99,9% des nouvelles
s'inscrivent plus dans le registre que j'ai décrit tout à l'heure que dans des nouvelles du type Trump meurt dans un accident d'avion, un nouveau 11 septembre, etc. Hein, voilà, je parle des nouvelles entre guillemets, je sais pas comment les qualifier, mais bon, des nouvelles qui sont pas extraordinaires, voilà, endogènes au marché, voilà. Bon, merci beaucoup Laurent. Donc Philippe répond, ok, j'ai bien compris votre philosophie sur des nouvelles sur le marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait plein de questions. Oui, Raymond disait encore, a super bien expliqué cette imbrication entre analyse technique et fondamentale. Merci, mais difficile à appliquer. Oui, bon. Donc, comme il y a plein de questions, on va continuer avec la première, tout en pensant toujours à Evonik avec Valorec, mais on est toujours malheureusement sur le CAC 40, ou peut-être pas malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc, on va faire une autre question de Raymond, c'est comment on pour regarder en clôture? J'ai pas compris la question. Moi non plus, en fait. Comment fait-on pour regarder en clôture? Je crois analyse, en fait, Alors, si on ne veut se focaliser que sur les prix une graphique. de clôture, oui, ben on se met en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais le faire ici. On va, enfin, sur votre logiciel d'analyse technique, vous prenez courbe des cours, vous la mettez là, voilà. Et là, attendez, voilà, voilà. Je peux même... Voilà, donc qu'est-ce que vous avez à l'écran? Vous avez une courbe qui relie des points les uns aux autres, et ces points, ce sont les prix à la clôture tous les jours du CAC 40. Donc si on veut regarder un graphique en clôture uniquement, on se met en ligne de clôture, et là on voit effectivement les choses différemment. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Raymond? Oui, il dit ok, merci. Ok. Oui, excellent. Merci Raymond. On va continuer avec une prochaine question. Ça c'est de Michel. L'analyse Oui. sera-t-elle la même avec d'autres périodes de temps? Encore le cas. Répète la question, Falco, j'ai pas compris. L'analyse sera-t-elle la même avec d'autres périodes de temps? Alors, la réponse est non. On peut avoir des analyses totalement différentes et opposées selon l'horizon de temps qu'on met sur notre écran. Si vous faites de l'analyse en 60 minutes ou en 120 minutes, vous aurez une conclusion qui risque d'être très différente du même actif en hebdomadaire ou en mensuel. Donc l'horizon de temps conditionne l'analyse. Ce n'est pas du tout anormal d'avoir une analyse, une conclusion, un diagnostic positif, allez, en 30 minutes, négatif en 4 heures, positif en semaine, et puis, je sais pas, peut-être négatif en mensuel. Pourquoi? C'est assez facile à comprendre, parce que vous le voyez ici, on est sur des successions, quelle que soit la tendance, d'impulsion et de correction. Donc regardez ici, on est dans une tendance baissière ici. Tu vois bien Falco ici? Ça se voit bien? Falco, on t'entend plus. Bon, regardez ici. Ouais, je suis toujours là, mais... D'accord. Donc là, on est dans une tendance baissière. Ok, donc on passe assez rapidement de 4885 points à 4925 points. Hein. Attendez, je me trompe, excusez-moi. On passe de 4960 à 4460. C'est baissier. Okay, donc en horizon de temps quotidien, c'est baissier. Maintenant, si vous descendez en 60 minutes ou en 30 minutes, on a de la hausse là. Donc là, c'est haussier. Là, on va repasser baissier. Mais dans cette correction-là, si on descend son horizon de temps, si d'un horizon quotidien, on passe en 15 minutes,
eh ben c'est haussier. Et imaginez que ce chart ici, ce soit l'évolution du CAC 40 en mensuel. Okay, imaginez un instant que ce soit une baisse en mensuel. Et bien là, pendant toute cette montée, cette remontée ici, ça serait vraisemblablement une remontée en daily, c'est-à-dire en clôture quotidienne, et ça serait extrêmement haussier. Pourtant, la tendance sur un horizon de temps supérieur, elle reste baissière. Donc, c'est toute la difficulté, et c'est vrai que parfois, c'est difficile à comprendre, mais il faut réfléchir et travailler pour intégrer cette j'ai envie de dire, multitemporalité. C'est qu'un même marché, sur des horizons de temps différents, peut déboucher sur des analyses qui ne sont pas les mêmes. Alors, il faut toujours privilégier la tendance de fond, c'est-à-dire que si par exemple vous entrez en position sur un horizon de temps quotidien, préoccupez-vous toujours de savoir ce que fait le cours, enfin les cours, sur un horizon de temps supérieur, à savoir hebdomadaire. Parce que si vous achetez un actif sur un horizon de temps quotidien alors que la tendance hebdomadaire est baissière, ça vous donne une information précieuse. Ça vous dit que vous rentrez potentiellement à contre-tendance et que par conséquent, vous êtes dans une correction de contre-tendance et pas dans une tendance haussière. Et donc, qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, en tant que décrypteur, d'observateur du marché? Eh bien, vous saurez que, ok, le marché est en train de monter, mais il monte pour rebaisser a priori ensuite. Donc ça vous donne une information précieuse de savoir identifier dans quel moment de marché vous êtes. Vous êtes dans le sens de la tendance ou vous êtes contre la tendance. Et si vous êtes contre la tendance, si c'est une tendance baissière, vous pouvez tout à fait être dans un mouvement haussier, mais gardez toujours en tête que vous êtes dans un mouvement haussier qui s'inscrit dans un mouvement baissier sur un horizon de temps supérieur. Et donc ça doit vous rendre beaucoup plus vigilant. Parce que vous n'êtes pas dans une espèce d'état d'esprit de dire je rentre sur le marché et puis je conserve. Parce que là, vous pouvez rapidement vous retrouver en perte. Vous entrez sur un mouvement correctif, donc il faut être particulièrement vigilant et réactif. Donc oui, vous pouvez sur différents horizons de temps avoir des diagnostics différents. Et l'analyse technique doit vous aider à identifier justement sur quel niveau de prix la tendance sur un horizon de temps supérieur risque de reprendre son cours. Alors là, hein, c'est déjà pour les analystes un petit peu plus expérimentés, mais c'est ça le boulot, hein, c'est ça le travail, c'est de savoir évaluer jusqu'où une tendance peut aller. Ça, c'est quasiment impossible, mais enfin on peut toujours faire des projections, mais surtout quand on est dans des mouvements de contre-tendance, là pour le coup, on a des outils pour savoir quels sont les différents seuils sur lesquels la contre-tendance peut s'arrêter. Bon, merci beaucoup Laurent pour ta réponse. On a encore 10 questions là qui nous attendent et on a encore, si on veut rester dans le temps prévu, 10 minutes, même pas 5 minutes. Donc voilà, donc on va faire, je crois, les dernières questions un peu plus vite malheureusement, et sinon c'est rendez-vous la semaine prochaine. Donc on va faire la question de Patrick. Comment prétendre que votre résistance ou votre support tracé puisse être commun à tous les autres analystes? Alors, on ne prétend rien, d'abord. On essaye de réfléchir en termes de probabilité. Donc, il est évident qu'une résistance ne va pas rester ad vitam aeternam une résistance. Il y aura forcément un moment où elle sera franchie. Hein. Mais du point de vue des probas, quand on a une zone de prix qui a été une fois ou deux fois une zone sur laquelle les opérateurs sont repassés à la vente, on ne peut pas affirmer que la troisième fois, le prix, lorsqu'il va tester ce niveau, va également repartir à la vente. Mais ce qu'on peut dire et ce qu'on peut affirmer, c'est d'être méfiant. Parce qu'on sait bien que cette résistance, elle va à un moment ou à un autre être dépassée.
mais on ne sait pas du tout si c'est à la 3e tentative ou exceptionnellement à la 4e ou à la 5e. On n'a pas de boule de cristal. Donc qu'est-ce que l'analyse technique peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? L'analyse technique ne peut pas prédire le futur. L'analyse technique ne peut pas dire si la résistance va être franchie ou pas. Il n'y a aucune certitude en analyse technique. Ça, c'est vraiment la base. Et une fois qu'on a compris ça, on va essayer de raisonner en termes de probabilité. Si on a une résistance qui a fonctionné et que par exemple on est à l'achat et que étant à l'achat nous sommes en gain et que étant en gain on n'a pas envie de les perdre, eh ben une attitude raisonnable c'est peut-être soit quand on arrive sur la résistance d'être ultra vigilant parce que si on voit que ça repart à la baisse tout de suite on coupe, soit c'est sur l'atteinte de la résistance qu'on coupe, c'est-à-dire on coupe sur force, soit on coupe la moitié de sa position pour déjà loquer des gains et puis voir ce qui se passe après. Après, on peut tout faire et il va se passer plein de choses. Et je vous assure que ceux qui vous affirment qu'ils savent ce qui va se passer sont des imposteurs parce que personne ne sait. En revanche, il y a des seuils qui sont des seuils d'arbitrage, c'est-à-dire des seuils sur lesquels il se passe des choses et c'est important de savoir où sont ces seuils parce que quand on gère sa position, eh bien, on n'est pas pris au dépourvu. Savoir où sont les seuils, finalement, ça donne du confort parce que ça nous permet d'anticiper ce qui peut se passer sur le seuil et par conséquent ça nous permet d'être préparés. Ça ne nous permet pas de savoir ce qui va se passer. Ça nous permet simplement de savoir qu'il faut qu'on soit préparé sur le seuil quand il sera atteint parce qu'il va y avoir une grande bataille en fait entre les vendeurs, les acheteurs, etc. Et donc nous, il ne faut pas qu'à ce moment-là, on plane et qu'on soit à côté de la plaque. Il faut que nous, à ce moment-là, on soit aussi en alerte et qu'on sache que c'est quelque chose d'important et que si le seuil il est dépassé, alors il y a un nouveau potentiel qui s'ouvre, mais que si le seuil il n'est pas dépassé et qu'on a une position, ben, c'est peut-être judicieux de ne pas attendre qu'on revienne sur le support et de voir des gains s'évaporer complètement. Donc, pour répondre à la question de monsieur, on ne prétend rien, on ne fait que cartographier la structure du prix et on essaie de comprendre où est le risque et on arbitre nos positions en fonction de l'identification de ce risque. Excellent ta réponse, Laurent. Raymond dit merci, merci, génial. Bon, on continue avec la prochaine. La dernière question. Oui, bah, il reste encore vite. Hein. Donc on va faire très très vite. Donc bonjour. Est-ce que l'on assisterait pas par hasard à une préparation d'un prochain retournement du CAC 40 avec le rapprochement aux alentours de la résistance comme en juin 2000 et 2007, puisque l'on remonte vers les autres cotations proches de 5000 points ou au-dessus? Eh bien, la réponse à cette question, je ne l'ai pas. Je ne suis pas devin. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si le CAC continue de monter, il y a un gros niveau qui date de novembre 2015, qui de mémoire se situe à 5000 points, et que ce niveau, c'est un niveau où il va y... Pourquoi c'est un niveau qui est important? En fait, il faut comprendre ce qui se passe sur le marché. C'est un niveau qui est important parce que les opérateurs, ils ont acheté le CAC 40, ok? Et ils ont tous identifié ce niveau à 5000 points, qui est non seulement une résistance, mais à un seuil psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont se dire, moi, j'ai acheté le CAC 40, je suis en gain, quand il arrive sur 5000 points, je prends mes gains, concrètement, je réalise mes plus-values et puis je verrai effectivement s'il y a encore du potentiel haussier ou pas. Donc en fait, c'est pour ça que les niveaux fonctionnent, parce qu'ils ont été identifiés au préalable par les opérateurs et qu'il va y avoir des opérations donc, qui vont être faites sur ces niveaux, qui fait que si on est long, il y a plein de gens qui vont sortir du marché sur ce niveau avant éventuellement de revenir dessus. Donc est-ce que 5000 points, c'est un point de retournement? Moi, j'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que si je suis long CAC 40 et qu'on arrive sur les 5000 points, eh ben, autant à 4930, je me dirais, je peux dormir tranquille, je laisse filer jusqu'à 5000, autant à 5000 points, moi-même, je me poserai la question de savoir est-ce que c'est pas le moment de prendre une partie de mes gains. Mais si tout le monde se pose la question de savoir est-ce que c'est pas le moment de prendre mes gains, eh ben c'est comme ça qu'on a des résistances qui fonctionnent. Donc je ne sais pas ce qui va se passer à 5000 points, parce qu'encore une fois, ce n'est pas possible de le savoir, je ne connais pas le futur. En revanche, je sais que j'ai un gros niveau à 5000. Merci, et c'est Laurent. tout ce que l'analyse technique me dit. Merci Laurent. Maxime est très très content avec ses réponses. Et il y a encore quelques questions sur le CAC 40, mais ça sera un peu injuste de que parler du CAC 40. Donc je vous invite
garder ces questions et poser ces questions la semaine prochaine, encore jeudi, pas cette fois-ci, dans cette fois-ci avec moi, mais avec Mathieu et Laurent. Et on va faire la question de Yvonique sur Valorec. Peut-être, Laurent, si tu veux changer et regarder le graphe de Valorec, parce qu'on avait parlé de Valorec dans le 100% marché. Et a priori, Valorec continue à baisse. Dois-je couper mes positions sur le Varan call et acheter un Varan put? Bon, on ne parle pas du Varan, hein, on ne parle pas du produit, mais la question, dans le sens, c'est est-ce que Valorec, selon l'analyse technique, elle risque de baisser plus ou pas? Est-ce que ça a changé depuis mardi, Laurent? Ouais. Alors, attends, il faut que je mette donc le graphique. Hein. Attends une seconde. Bon, alors, on va faire une réponse rapide sur Vallourec. Très vite. Vallourec, elle est un petit peu à la croisée des chemins en court terme. Pourquoi? Parce que on a fait un sommet, on a fait un repli, on fait un deuxième sommet, et là, on voit que le deuxième sommet, il a eu du mal, d'ailleurs, il n'est pas arrivé, à franchir le précédent. Donc déjà, on est sur une pression vendeuse qui empêche le marché de faire un nouveau sommet. Ça, c'est une préalerte. Deuxième alerte, on retourne sur le niveau de support. Donc pour le moment, on est potentiellement sur un niveau d'achat. Et qu'est-ce qu'on voit là? Alors, peut-être que la semaine prochaine ou les semaines suivantes, on fera un petit peu de découverte ensemble des chandeliers japonais, parce que là, c'est trop tard pour le faire, mais on voit que finalement, on est sur une grosse séance d'hésitation sur Vallourec. Pourquoi? Parce qu'on a un prix de clôture qui est très proche du prix d'ouverture, on a une très longue mèche haute, une longue mèche basse, autrement dit, on a un marché qui est très indécis et qui est même un petit peu confus. C'est pour ça qu'on a ces mèches à la hausse et à la baisse. Mais au final, on a quand même un marché qui vient soutenir le titre puisqu'on n'a pas enfoncé le support. Donc, pour répondre à notre auditeur sur Vallourec, c'est vrai qu'on est sur un seuil clé, on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas enfoncé ce niveau. On peut tout à fait avoir des opérateurs qui repartent à l'achat à partir de ce niveau à 6,50. Si 6,50 ne tient pas, le risque c'est de voir Vallourec baisser jusqu'à 5,83. Mais attention, il ne faut pas dégainer trop vite. On peut tout à fait avoir une réaction haussière demain. Ça va dépendre beaucoup de ce qui se passe également sur le CAC, les indices européens, le secteur dans lequel Vallourec appartient. Enfin bon, il y a beaucoup de données qui font que moi je ne me précipiterai pas pour vendre ma position longue. On est sur un niveau de support, donc il y a des gens qui normalement vont se porter acquéreurs du titre sur ce niveau. Donc on attend. Bah, merci beaucoup. Et on n'est pas baissier. Merci beaucoup Laurent pour cette réponse à Yvonique. Bon Yvonique, merci. J'espère que c'était une bonne réponse pour vous. Il y a il y a plein de gens qui disent merci et c'est aussi à nous de maintenant malheureusement de dire merci beaucoup. Merci Philippe aussi pour vos commentaires en allemand, c'est très gentil, ça touche. Et aucune faute d'autographe en plus, bravo. Bon, merci à tout le monde d'avoir été avec nous. C'était notre premier webinaire sur les fondamentaux de l'analyse technique avec Laurent Albi. C'était un plaisir pour moi d'avoir fait ça, Laurent. C'était comme d'habitude magnifique de sa part d'avoir été avec nous. Tous les participants, quand je vois les commentaires, ils ont beaucoup apprécié tes explications, disent très intéressant. Merci, à la semaine prochaine. Voilà, c'est ce que je veux dire. La semaine prochaine, ça sera comme je disais avec Mathieu, la prochaine 2 semaines que vous connaissez aussi déjà du 100% marché. Et voilà, donc merci. Bravo Laurent, il a écrit merci pour cette magnifique séance, à bientôt. Donc quand je vois vos commentaires, ça fait plaisir. Donc, et je crois on va continuer ça, non Laurent ou pas? Ah oui, moi ça me dit bien Falco. Moi aussi. Bon, merci beaucoup à vous. Bonne soirée et je suis désolé pour toutes les questions que on n'a pas pu répondre, mais vous étiez tellement intéressés dans notre émission. On va revenir la semaine prochaine et on va continuer comme ça. Merci beaucoup et vous pouvez. Merci à tous. Oui, dernière chose. Demain, a priori, vous pouvez regarder cette webinaire sur notre site internet, productbourse.bnpparibas.fr. Je crois que c'est dans le service tutoriel, vous allez le trouver, je crois qu'on va même vous envoyer un email.
Donc, merci beaucoup à vous. Donc, vous pouvez regarder cette émission et les analyses de Laurent. À la semaine prochaine. Et voilà, merci, bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, merci Falco, à la semaine prochaine.